Monsieur Chevaux, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous avoir ici dans mon émission L'invité de Stephen K. Donc, vous êtes un historien, spécialiste. Voilà, donc actuellement, vous êtes axé sur la BD, mais vous êtes spécialiste de l'histoire de la justice, notamment au 19e siècle. Tout ce qui est aussi crime, déviance, violence, enfin voilà, c'est des sujets, je trouve, assez intéressants qu'on va aborder ensemble. Ma première question, monsieur Chevaux, quel était l'élément déclencheur de votre passion pour l'histoire? Alors, l'élément déclencheur, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Une réponse un petit peu flamboyante en disant, voilà, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. En fait, c'est un petit peu par hasard, c'est-à-dire que euh, pendant les cours au lycée, parmi les différentes matières qui étaient proposées, j'avais une nette préférence pour l'histoire, mais après, quand j'ai passé le baccalauréat, à cette époque-là, on était au moment du choc pétrolier, des inquiétudes, et donc en fait, j'ai suivi un double cursus, à la fois histoire et à la fois sciences économiques. Puisque mes parents me disaient, bon, il fallait être raisonnable et peut-être un peu prévoir l'avenir. Mais ma préférence a toujours été, du côté de l'histoire, et puis, en histoire, eh bien, là, ce qui m'intéressait au début, c'était surtout, plutôt les aspects un petit peu de la vie quotidienne, des tensions, de ce qui était un petit peu donc, inaperçu. Alors pourquoi vous êtes du coup intéressé à l'histoire de la justice et principalement jusqu'au 19e siècle? Pourquoi cette période aussi? Alors l'intérêt pour l'histoire de la justice, c'est aussi un petit peu par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me lancer dans l'aventure de la thèse, les archives judiciaires, qui étaient pas classées en France ou quasiment pas, commençaient à l'être. Ce qui fait que j'ai pu avoir accès à des dossiers, et me plonger à l'intérieur, découvrir, des choses qui me semblaient assez surprenantes, comme par exemple, les horaires de la diligence, les jeux de cartes qu'on pouvait jouer, auxquels on pouvait jouer dans les auberges. Et puis il y avait aussi, une autre volonté qui est plus sérieuse, peut-être plus de fond, c'est que, quand j'ai commencé à me lancer dans la thèse, en histoire, la grande mode, c'était l'histoire quantitative. Autrement dit, donc on comptait les dossiers, il y avait des travaux importants déjà sur, la statistique judiciaire, mais en fait, on plongeait pas dans les dossiers, on les lisait pas. Et quand on fait, cet effort, et bien, du coup, c'est toute une société du passé qui est reconstituée parce qu'on peut s'attacher, aussi bien au fonctionnement de la justice, mais aussi évidemment donc, découvrir d'autres aspects, les relations entre les hommes et les femmes, la place, par exemple, je sais pas moi, de l'espace forestier, les tensions déjà ou les conflits entre les jeunes villageois, d'une région et une autre. Voilà, et donc on a véritablement un univers complet qui apparaît à ce moment-là dans ces dossiers d'archives judiciaires. Qu'est-ce qui fascine les gens, notamment le côté crime, violence? Ça vient d'où cette fascination? Bah, la fascination pour la violence et le crime, je crois que ça vient du fait qu'on est malgré tout dans une société qui est relativement apaisée. C'est-à-dire, quelles sont vraiment donc les personnes qui ont eu un contact direct avec, un acte violent. Elles sont assez rares, même si évidemment aujourd'hui, c'est des faits qui sont, relativement donc médiatisés, et donc un petit peu, si je puis dire, je crois que la violence ou le crime joue le rôle un petit peu des ogres des contes de jadis, voilà, où on aimait bien se plonger, à ce moment-là dans ces éléments-là, parce qu'on savait qu'on avait très peu de chances de rencontrer donc un ogre, ou un monstre, délétère, particulier. Donc je crois qu'il y a ça, et puis l'autre élément peut-être aussi, c'est que la violence oblige à réfléchir, je crois. Alors c'est pas forcément faire de la psychologie, mais se demander peut-être aussi si à l'intérieur de nous, il n'y a pas une part aussi peut-être de violence, la part sombre des individus, et comment on peut composer donc, avec elle. Vous avez consacré aussi un livre sur l'affaire Papin et l'affaire Pranzini. Pourquoi ces 2 affaires en particulier? Non, pour des raisons différentes, c'est-à-dire que l'affaire des sœurs Papin, c'est une affaire qui a marqué, si je peux dire, la mémoire, collective, et puis, l'occasion s'est présentée. J'ai pu aller, consulter les archives, officielles qui sont conservées au Mans, et puis en même temps donc un dossier qui était un petit peu particulier, qui était le dossier du greffier de l'époque. Bah, cette affaire-là, ça l'a vraiment, traumatisé.
Ce qui fait qu'il avait constitué son propre cahier dans lequel il relatait donc, l'affaire et notamment il avait subtilisé un certain nombre de photos qui auraient dû se retrouver dans le dossier officiel, mais qu'il a conservé dans son propre cahier. Et donc cette affaire, c'est une affaire quand même de violence qui concerne plutôt des femmes et dans les statistiques judiciaires, c'est très rare parce que si vous prenez par exemple 100 criminels, sur 100 criminels, il y a au gros maximum 14 femmes. Aujourd'hui, le nombre de femmes qui sont emprisonnées, c'est à peu près 4. Donc la violence des femmes criminelles, c'est un cas à part, c'est exceptionnel. Et donc ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre, de voir pourquoi ces 2 bonnes, qui étaient 2 sœurs, ont énuclé leur patronne. Voilà, est-ce qu'il y avait des raisons, des ressorts, cachés? Comment on pouvait comprendre cette mise en place et ce crime qui avait vraiment donc, défrayé la chronique, au point d'ailleurs que à l'étranger, aux États-Unis, on en a parlé et puis en France, les surréalistes ont même composé, si je puis dire, donc un petit texte autour du crime des sœurs Papin. Alors pour l'affaire Prandini, c'est l'inverse. Là, il s'agit bon d'une affaire qui a été très célèbre au XIXe siècle et puis qui a disparu un petit peu de la mémoire collective après la Première Guerre mondiale. Là, il y avait d'autres sujets de préoccupation, donc c'est quelque chose qui s'est volatilisé. Mais dans l'affaire Pranzini, on a tous les ingrédients. C'est-à-dire qu'on a à la fois, à ce moment-là, le meilleur, médecin, légiste de cette époque, qui est sollicité. On trouve, le meilleur, policier. On a également donc le meilleur enquêteur. Enfin bref, tous les ingrédients et c'est donc un fait divers qui se situe dans un lieu plutôt privilégié, protégé. C'est la rue Montaigne à Paris. Aujourd'hui encore, on ne peut pas dire que ce soit donc, un endroit où tous les misérables se réunissent. Et là, on a un crime qui reste quand même, un petit peu énigmatique quelque part, parce qu'on a 3 femmes qui sont tuées avec une très grande violence à l'arme blanche dans leur appartement et donc Pranzini, qui est l'auteur, du crime, n'était peut-être pas tout seul. Il y a une ambiguïté et en même temps, c'est quelqu'un qui, au cours de son existence, a plutôt été un séducteur. Même des touristes américaines sont tombées, amoureuses de lui et se sont livrées corps et âme à lui et donc c'est quelqu'un qui, tout au long de sa vie, n'a jamais manifesté, de signes de violence. Ça veut pas dire qu'il faut le dédouaner, mais là, il y a vraiment donc aussi une énigme, une curiosité. J'aimerais avoir votre point de vue, par rapport à la justice actuelle parce que là, en ce moment, il y a beaucoup d'affaires, de meurtres, de tueurs en série, de pédophilie. Donc certains ont déjà eu des affaires, mais après on les laisse en liberté. Quel est vos point de vue par rapport au fonctionnement, de cette, justice-là, quoi? Alors le point de vue, c'est pas un point de vue, d'historien, mais c'est plutôt un point de vue de citoyen. Non, mais j'ai quand même l'impression que par rapport au siècle antérieur, quoi qu'on dise, on vit quand même dans une société qui est plus sûre que la société du 19e siècle et qui était encore plus sûre que dans la société d'Ancien Régime. L'Ancien Régime, on a un sentiment de sécurité qui est très fort, alors qu'en fait, on pouvait se faire détrousser sur les chemins publics, attaquer dans les diligences. Mais globalement, à la fin du XVIIIe siècle, les gens ont l'air plus heureux, moins moroses, il y a moins d'angoisse et donc ils ont l'impression qu'ils sont un petit peu donc à l'abri, protégés. Et puis progressivement, et c'est ça qui est intéressant, on voit en France, en gros, à partir des années 1840, il y a un sentiment d'insécurité qui se développe et qui se propage. Et il suffit parfois qu'on ait 3 affaires criminelles qui soient, mises à l'honneur dans un certain nombre, de médias pour qu'à ce moment-là, on ait l'impression que ça arrive en bas de chez nous, qu'on va plus oser sortir, qu'on va se faire agresser un petit peu partout. Donc il faut faire très attention, je crois, au traitement médiatique, puisque évidemment c'est alléchant, c'est intéressant pour les journalistes de mettre ça en scène, mais la réalité statistique des crimes et le fait est-ce qu'aujourd'hui on rencontre véritablement une menace pour son intégrité physique? Ben, globalement, c'est non. Alors je pourrais juste prendre un exemple peut-être, c'est que plusieurs historiens, par exemple, ont étudié les bagarres et les bandes de jeunes entre villages au XIXe siècle. Voilà. Et aujourd'hui, on dit, bon, il y a une jeunesse délétère qui échappe à tout contrôle, qui fréquente les zones de non-droit. Et ben, au XIXe siècle, on avait comme ça des bagarres entre jeunes villageois, et certains donc équipaient l'extrémité de leur bâton d'un pic aiguillé pour être sûr de pouvoir blesser, voire tuer son adversaire. Voilà. Et donc, on a un certain nombre de faits de violence qui ne sont pas forcément des nouveautés, dont on peut retrouver donc, les traces, dans le passé et donc la question évidemment, c'est de savoir quel traitement donc médiatique on peut donner de ces affaires.
Ouais, le mot violence est assez vaste. Là, actuellement, avec le numérique, c'est plus des violences, de commentaires, à distance. Est-ce que, bah, c'est plus fort pour vous le mental que le corps? Non, je crois que les 2 vont de pair. Je pourrais vous prendre, un exemple qui est tout à fait récent, qui est un exemple un petit peu régional, mais du coup que l'on va trouver donc pour toute la France. Vous avez donc des collègues qui sont, magistrats, notamment la première présidente de la cour d'appel de Poitiers qui a, tenu, des jugements, au mois de novembre, et puis là les arrêts ont été publiés donc au début du mois de janvier, qui concerne plus particulièrement ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Ça s'inscrit dans le cadre des violences faites aux femmes, dans le cadre de ce qu'on appelle les violences intrafamiliales ou les violences conjugales. Et donc à ce moment-là, c'est des violences qui sont des violences, plutôt psychologiques, alors qui peuvent s'accompagner du coup, mais il n'y a pas forcément une nécessité. Et ces violences psychologiques consistent tout simplement à marquer donc l'emprise sur la vie, sur le corps, sur l'esprit de l'autre, au point qu'on peut parler parfois d'une sorte de lavage, de cerveau complet qu'un homme fait subir à sa compagne ou à sa conjointe. Et ça, c'est une violence psychologique évidemment très forte. Alors, quand il y a des réseaux sociaux, c'est différent parce que là, il n'y a pas la proximité quotidienne, mais évidemment, quand c'est l'insulte, l'injure, la mise en scène pour un large public, évidemment, c'est terrible pour les personnes qui sont pris, si je peux dire, dans l'œil de la tornade. Alors, on va changer d'univers. Vous êtes intéressé ensuite, à la bande dessinée. Alors, pourquoi la bande dessinée? Bah, voilà, la bande dessinée pour plusieurs raisons, là aussi, d'abord, c'est quelque chose qui vient comme un grand nombre de personnes de l'enfance. Alors même si évidemment, moi, c'était plutôt, la ligne claire, franco-belge, alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est plutôt quand même, le manga et les comics qui ont le vent en poupe. Mais peu importe, c'est une façon, c'est un apprentissage aussi dans la culture, on se projette aussi par rapport aux différents personnages, et puis arrivé donc, à l'âge adulte, ou en tout cas un âge plus avancé, bon, bah, souvent il y a un repli, il y a un retrait. Voilà. Ça, c'est un phénomène qui est assez classique, et puis après, il peut y avoir donc un retour. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, je me suis dit: «Bon, bah, évidemment, si on veut comprendre aussi la culture d'une société, on peut pas faire l'impasse sur la bande dessinée». C'est comme si, aujourd'hui, quelqu'un, voulait faire, l'histoire de la première moitié du XXe siècle et laisser p par exemple de côté le cinéma. Ça serait impossible. On ne pourrait pas comprendre l'histoire culturelle, de la société, pas simplement de la société française, mais de la société mondiale, si on fait l'impasse sur le cinéma. Et ben, la bande dessinée, c'est pareil, surtout aujourd'hui, parce que la bande dessinée, les auteurs sont un peu, si je puis dire, des éponges. Alors c'est pas du tout méprisant, mais au contraire, ils reçoivent, si je puis dire, les préoccupations de la société, et les moyens pour faire une bande dessinée par rapport au cinéma sont plus modestes, et donc plus rapidement, ils peuvent être peut-être en phase avec un certain nombre de préoccupations qui sont très contemporaines. Et ce qui fait que la bande dessinée, on peut trouver, par exemple, absolument de tout, et aujourd'hui, donc avec des collègues, on a réussi à mettre sur pied un réseau, et on aborde des sujets très différents, comme par exemple les violences faites aux femmes, mais aussi les questions de l'écologie, des transformations climatiques, du réchauffement. Et ça, la bande dessinée est véritablement donc une entrée qui permet de l'aborder, et puis de toucher aussi, quand c'est des bandes dessinées documentaires, un plus large public. Quelles sont les bandes dessinées qui vous ont, fasciné? Alors, les bandes dessinées qui m'ont fasciné, alors ça serait très, très, très long et très compliqué. Disons que, moi, il y a des auteurs plus anciens qui sont reconnus aujourd'hui comme des icônes, quoi, qui sont donc, incontournables, que ce soit des auteurs comme Bilal ou Tardi, bon, voilà. Et puis, il y a aussi toute une série de bandes dessinées où les auteurs ou les autrices sont parfois donc, plus méconnus, mais qui m'ont aussi intéressé parce qu'elles mettent en avant soit un aspect, moi, qui me passionne, c'est par exemple comment l'aventure peut être mise en scène dans la bande dessinée. Donc là, il existe toute une série d'auteurs, mais également sur des questions de société. Par exemple, Chantal Montelier avait traité dans une bande dessinée publiée pour la première fois en 1984 de la question du viol. Voilà. Donc là, c'est un aspect, qui était peu traité, peu abordé. Elle en fait une bande dessinée, elle prend le registre de la vengeance pour que ça puisse, captiver, les lectrices et les lecteurs, mais il n'empêche que le thème est là. Voilà, et donc là, si je commençais à me lancer dans une liste, je risque de vous épuiser et puis de donner une liste beaucoup trop longue.
Quand j'entends violence, quand j'entends, viol et tout, je pense du coup à l'inverse, le pardon. Ça signifie quoi pour vous le symbole la symbolique du pardon? Alors là, sur la symbolique du pardon, c'est non, je crois, mais là, c'est ni comme historien, ni comme citoyen. Là, c'est une question que vous me posez comme ça, donc et à laquelle j'ai pas énormément réfléchi, mais je crois qu'il faut de toute façon donc pardonner. C'est-à-dire que moi qui ai étudié des conflits à la fois individuels et collectifs, si on veut passer donc à autre chose, ça ne veut pas dire qu'on doit effacer ce qui s'est passé, mais il faut être en capacité de pardonner. Si on veut pouvoir surmonter une épreuve, se dépasser, se projeter dans l'avenir, pas simplement pour soi, mais aussi pour le groupe auquel on appartient, une collectivité plus large encore, la nation tout entière, il faut être capable de pardonner. Mais le pardon n'est pas l'oubli. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Alors dernière question, pareil, la liste peut-être va être assez longue ou pas, mais, quelles sont les les personnes que vous voulez remercier qui ont fait de vous, ce que vous êtes? Bah, les personnes qui ont fait de moi ce que je suis devenu, là aussi ça peut être un petit peu long, mais c'est un petit peu comme tout le monde. D'abord, ce sont les proches et sa propre famille qui a jamais mis, si je puis dire, d'obstacle à ce que je voulais faire, qui m'a plutôt donc, encouragé. Ensuite, c'est évidemment des personnes que j'ai pu, rencontrer, notamment des historiennes et des historiens et parmi les personnes qui m'ont le plus marqué, il y a, bah, tout d'abord peut-être Michel Perrault, bon, qui est aujourd'hui donc, très célèbre pour ses travaux sur, les femmes, sur les féministes, mais elle avait donc, très tôt, hein, dès les années 1977, lancé des choses, sur le crime et sur la violence, plutôt dans le domaine de la statistique. Elle avait travaillé avec Robert Badinter. Donc, Michel Perrault, pour moi, c'est quelqu'un qui a été très important. Également donc Alain Corbin, autre historien, hein, qui a initié donc, l'histoire des sensibilités, qui m'avait invité à des séminaires, avec qui j'ai pu échanger, collaborer donc, à plusieurs reprises. Alors, il y en a d'autres également, comme Georges Vigarello, bon, qui est aussi donc là, l'historien du corps, que je connais depuis, très longtemps, qui m'avait invité, à des séminaires avec qui j'ai pu échanger. Alors, il y en a encore donc beaucoup d'autres, mais je crois que c'est ces 3 là, si je puis dire, sont évidemment donc des personnalités qui sont à la fois donc exemplaires sur le plan de leurs travaux, mais également au titre de leur, personnalité qui sont, si je peux dire, des monstres sacrés de la recherche et de l'histoire, mais qui sont des personnes, si je peux dire, particulièrement modestes et des vrais modestes et qui sont toujours dans l'empathie. Voilà, prêts à partager, à échanger, à discuter et ça, c'est des valeurs, évidemment très importantes. Et que vous essayez à votre façon d'incarner aussi. Bon, bah, en tout cas, messieurs Chauveau, je vous remercie beaucoup pour ce moment de partage et d'échange et comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci à vous. Merci.